Bien, bonjour à tous. Je m'appelle Bruno Borghi, je suis consultant dans une société de conseil qui s'appelle Akeru et on fait du conseil en management de projet. Et je travaille depuis beaucoup de temps maintenant dans le monde de l'agilité. Bien, donc merci d'être venus à l'heure après le repas et aussi nombreux. Je suis vraiment impressionné du monde qu'il y a dans la salle. Donc il y a eu un peu un changement de salle, donc vous êtes tous bien pour les sujets qui fâchent, je suppose. Donc Laurent Bossavit est à côté. Alors, dans le pitch, dans la présentation de l'exposé, c'était dit c'est pour les DSI qui doivent se préparer à aborder, affronter les sujets qui fâchent. Je suppose que vous n'êtes pas tous DSI dans la pièce. C'est pas grave. Ça s'adresse à tout le monde en fait. Alors, on a les remerciements d'usage pour les sponsors. Je pense qu'il faut aussi remercier les organisateurs de French Stug qui organisent cette journée et qui sont tous bénévoles. Et c'est vraiment une belle réussite. Voilà. Et donc, je vais commencer. Alors, l'exposé est un peu en deux parties. Une première partie, on va avoir une vue d'ensemble. Et puis une deuxième partie où on va faire une revue des sujets qui fâchent et regarder un certain nombre de sujets qui fâchent et voir qu'est-ce qui fâche et qu'est-ce qu'on peut faire. En tout cas, moi, qu'est-ce que j'ai appris à faire pour résoudre ces situations. Bien, alors, le Scrum Day, aujourd'hui, apparemment, est sous le signe de l'humain. Alors, ça, c'est une conviction que j'ai depuis longtemps, c'est que quand on fait marcher un projet, quand on développe un produit, en fait, on construit deux choses. On construit un système technique, un logiciel, grosso modo, mais on construit aussi un système social, c'est-à-dire on construit une équipe, on construit des gens qui travaillent ensemble, on construit des relations entre les personnes, et donc Scrum s'adresse particulièrement à l'aspect système social. C'est XP, si on veut faire une différence entre XP et Scrum, on est plutôt du côté du management du système social et XP, on est plutôt du côté de l'ingénierie du système technique. Alors, qui dit système social dit sujet qui fâche. Alors, je sais pas, si vous êtes là, c'est que probablement vous avez rencontré. Les gens, forcément, se bagarrent un peu. Bon, ça, c'est une dimension qu'on oublie souvent dans le monde de Scrum, c'est-à-dire que on part de l'hypothèse souvent que tout le monde est d'accord, tout le monde trouve ça formidable et que tout ça va de soi. Moi, je pense que la bonne hypothèse, c'est que les gens sont d'accord en façade, mais dans le fond, ils n'ont pas changé et il y a quand même des choses sur lesquelles ils sont irrités. Alors, par exemple, un exemple typique, le rythme soutenable. Je ne sais pas si... Est-ce que vous avez déjà eu des conversations sur le rythme soutenable avec un directeur d'entreprise, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire pour lui, le rythme soutenable? Ou avec les équipes de développement. Alors, pour le directeur d'entreprise, le rythme soutenable, souvent, ça veut dire ça. Ça veut dire que les mecs, ils partent du boulot de bonne heure et ils vont faire du surf ou de la planche à voile quand on est en Bretagne. Bon. Ça, c'est la vue fréquente de la direction. La vue fréquente des équipes de développement, c'est plutôt ça, c'est de dire on essaie de nous faire bosser à 120%, on est épuisé, c'est tayloriste, on est comme des poules en train de pondre dans un élevage industriel. Donc le point de vue sur qu'est-ce que ça veut dire le rythme soutenable, c'est typiquement un sujet qui fâche. Alors comment on s'en sort? Alors comment on s'en sort sur le rythme soutenable? C'est un des sujets les plus difficiles. Moi, j'ai une théorie que je ne peux pas vous montrer là parce qu'on a une demi-heure et ça va prendre trop de temps par rapport à exposer. Mais je pense qu'un projet ne peut être à l'heure que s'il a un rythme soutenable. C'est-à-dire que c'est assez facile de démontrer que si on n'a pas un rythme soutenable dans le projet, à ce moment-là, il va arriver en retard. Parce que les développeurs mettent en place des défenses qui leur permettent de survivre dans un environnement où le rythme est supposé insoutenable. Bon, donc ça, c'est typiquement, pour sortir de là, ça veut dire qu'il faut avoir des discussions de ce type avec les directeurs, avec le business, avec la technique, et en parler ouvertement. Donc c'est ça qu'on va voir sur les différents sujets. Alors, premièrement, une vue d'ensemble, pourquoi y a-t-il des sujets qui fâchent? Alors, il y a des sujets qui fâchent, la première raison, c'est parce que les gens, ils s'intéressent à leur boulot, globalement. Donc ils ont des convictions, et comme ils ont des convictions, ils veulent avoir raison. Ça, c'est classique, il n'y a pas que dans Scrum. Bon, mais donc on travaille avec des gens normaux, donc ils ont des réactions normales, des attitudes normales.
Alors, si on veut aller un petit peu plus dans le détail des raisons pourquoi il y a des sujets qui fâchent, c'est ici on a un schéma un schéma assez classique de la gestion d'entreprise qui modélise les différentes composantes de la performance d'une entreprise. La performance d'une entreprise, ça s'exprime par des objectifs, des résultats et les moyens pour parvenir à ces résultats en fonction des objectifs. Et les sujets qui fâchent sont liés grosso modo aux flèches là, qui relient objectifs et résultats, donc c'est efficacité, c'est-à-dire, tiens, je m'attendais à un résultat, c'est pas le résultat que j'attendais, ou efficience, ça m'a coûté 2 fois plus cher que ce que je pensais, ou pertinence, ça c'est souvent les développeurs qui disent, oui mais alors, on n'a pas les moyens de travailler comme il faut, ou les directions qui disent, oui mais là vous essayez de binomer, mais binomer c'est pas un bon moyen, ça sert à rien, c'est juste dépenser de l'argent 2 fois plus. Bon. Donc vous voyez, ça c'est une grille d'analyse qui est assez intéressante, et ce qui s'affronte donc c'est les croyances. Donc ce qu'on va être amené à faire en tant que médiateur, alors souvent c'est l'agent du changement, donc soit le DSI, le directeur technique, soit le coach agile selon les organisations, qui est amené à essayer de faire évoluer les croyances des différents acteurs de l'entreprise de façon à aplanir ces difficultés et revenir à une relation plus apaisée sur tous ces sujets. Alors, voici la démarche générale de traitement des sujets qui fâchent, méthodologie. Alors, le point fondamental, c'est le premier point, c'est accueillir chaleureusement tous les sujets qui fâchent, d'où qu'ils viennent. Et alors, vous savez, dans le manifeste agile, on est là pour accueillir le changement, mais il n'y a pas que le changement qu'il faut accueillir les sujets qui fâchent, et il faut les accueillir chaleureusement. C'est-à-dire que ce qu'on a intérêt, en tant que médiateur, en tant que coach, en tant que DSI, c'est de faire en sorte que les sujets qui fâchent, ils ne soient pas rentrés, mais qu'ils s'expriment. Donc dès que quelqu'un a un sujet qui fâche, il faut lui dire « formidable, magnifique, c'est vraiment sympa, c'est chouette que tu nous en parles ». Alors, on ne parle pas comme ça exactement à un directeur, au patron de la boîte, mais pratiquement, vous faites bien de m'en parler. Et les développeurs, c'est pareil. Donc, tout le monde, il faut arriver à instituer, et ça c'est assez facile, à instituer une règle où tout le monde peut parler des sujets qui fâchent. Bien. Et après, la règle, le corollaire de ça, c'est reconnaître la légitimité des désaccords. C'est-à-dire que c'est normal qu'on ait des points de vue différents sur les différents sujets, selon qu'on soit à la direction, au business, à la technique, et par conséquent, c'est légitime qu'il y ait des désaccords. C'est pas parce qu'il y a des désaccords qu'on va pas trouver de solution. Donc, on part des désaccords, et après, la démarche, moi que j'utilise, c'est une démarche en 2 temps. C'est d'une part de trouver un lieu pour le dialogue entre les protagonistes, au lieu qu'ils s'affrontent dans les couloirs ou qui n'en parlent pas entre eux, trouver un endroit, une façon de faire pour qu'ils parlent vraiment du sujet qui fâche et à trouver, si possible, des lieux un petit peu institutionnalisés. Et puis, en tant que le Scrum Master ou le coach agile, enfin les gens qui travaillent dans ce domaine-là, considèrent les sujets qui fâchent comme des obstacles à lever. Et à ce moment-là, ça rentre dans le backlog des obstacles du Scrum Master, et on est à tout moment capable de dire quels sont les obstacles majeurs, qu'est-ce qui nous ralentit, quel sujet qui nous fâche le plus, et trouver un moyen de réduire cet obstacle. D'accord ? Donc ça, c'est la démarche générale. Et puis donc maintenant, on va passer en vue un certain nombre de sujets qui fâchent, et puis je vais vous dire moi, comment je vois les choses pour chacun des sujets. Alors, premier sujet, les estimations. Alors, les estimations, c'est facile, ça fâche qu'on fasse au Scrum ou pas Scrum. Là, on est tranquille, c'est quelle que soit la méthode. Bon, alors, il y a un truc qui énerve particulièrement les développeurs, c'est quand on leur demande une estimation sur un périmètre fonctionnel flou. C'est un peu comme si vous étiez maçon, qu'on vient vous voir, on vous dit « je voudrais une maison, c'est combien ?» Ah ouais, mais vous voulez quoi comme maison ? Ah non, c'est une maison. D'accord, mais il y a un étage, 2 étages, je ne sais pas encore. Ça, c'est combien ? Bon, voilà. Donc ça c'est typique des discussions qu'on a entre le business et la technique, et forcément, ça ne peut qu'irriter. Si on laisse la situation dans cet état-là, ça va se poursuivre et ça va pourrir le projet. Autre sujet de dilemme, de fâcherie, c'est la précision sur les estimations.
Je ne sais pas si vous avez essayé de faire un sondage dans les entreprises où vous travaillez. Demandez au business, c'est quoi la précision quand l'équipe de développement vous dit c'est 50 jours, c'est quoi la précision? Je ne sais pas, vous avez essayé de faire ça, non? Le business, ils attendent une précision entre 5 et 10%. Hein, moi, mes statistiques là-dessus, c'est qu'on leur demande, ils disent précision 5 à 10%. 5 à 10%. Alors en chiffrage macro, hein, attention, au début de projet. Donc pas parce qu'une fois qu'on a fait les détails, là, ils pensent que c'est au jour près. Hein, donc forcément, là, on a un sujet qui fâche parce que les développeurs, eux, ils ont peur de s'engager. Hein, puisqu'eux, ils savent que s'ils sont à plus ou moins 100%, c'est bien. Hein, en début de projet. C'est vrai. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Hein. Les statistiques nous disent que c'est plutôt 400% que 100%. Quand on est à 100%, on est bien. Hein, en début de projet. Donc, il y a un gros gap. Alors, il y a un truc qui est particulier à Scrum, par contre, ça, c'est les story points. Hein, quand on fait des estimations macro en story points, alors là, le business, il n'y a rien qui les énerve de plus. Hein, donc, ça c'est assez clair. Pour calmer le jeu, un premier truc, c'est d'abord de ne pas faire des estimations macro en story points. Hein, il n'y a aucune raison de faire ça. Le business, il comprend les estimations en charge, en délai, c'est-à-dire en homme-jour et en date. Et il faut leur faire des estimations en homme-jour et en date. Bon, alors, c'est des estimations macro. Hein, c'est-à-dire que... parce que de toute façon, alors je ne sais pas si vous avez essayé aussi, soit on fait des story points vraiment, mais à ce moment-là, tout le monde a une ABAC qui traduit les story points en jour ou en homme-jour. Et donc on est complètement en dehors de l'idée même de story points. Dès qu'il y a une ABAC story points vers homme-jour, c'est mort. Donc autant éviter l'ABAC et chiffrer en macro en homme-jour. Alors, ça veut dire que comment on s'y prend? Alors j'ai posé la question à Jeff Sutherland soi-même, comment il faisait. Donc je peux vous donner la réponse de Jeff Sutherland là-dessus. Sa ligne, c'est on fait comme avant, à la mode classique de la planification. Hein, c'est-à-dire un découpage, et puis on chiffre chaque morceau, et puis après, par agrégation ascendante, on a un chiffre pour le tout. Donc Scrum ne fournit pas, en tant que tel, de solution pour le chiffrage macro. Et alors, donc tout ça, ça ne nous dit pas comment calmer le jeu. Un point qui est vraiment utile pour calmer le jeu, c'est les fourchettes. Hein, plutôt que de donner un chiffre, donner une fourchette. Comme ça, on réhabilite la notion de précision vis-à-vis du business. Et ça les énerve moins quand on dit c'est entre 50 et 100 jours. Ça, ils sont capables de l'accepter. Oui ? Alors, le t-shirt sizing, alors, je ne sais pas si vous êtes familier du t-shirt sizing, hein, c'est de faire de l'estimation en S, M, L, XL, XXL. XS si on veut, mais bon. Donc par gros blocs comme ça. Alors, ça peut marcher, enfin c'est l'idée qu'il y a derrière, mais le t-shirt sizing est plus de l'ordre du story point encore. C'est-à-dire que le business, ils ont besoin d'homme-jour parce qu'ils ont besoin de faire des business plans. Ouais, ils ont besoin de dire combien ça va me coûter. Parce qu'ils veulent faire du retour sur investissement. Et donc, leur vraie unité, derrière, même si on fait du t-shirt sizing, ils vont transformer ça en homme-jour. Alors, la fourchette c'est pour sortir de l'idée de précision et que si on fait 52 jours à place de 50 jours, qu'ils ne nous disent pas ah oui, mais mon business plan, il est plus valable. Hein, c'est qu'ils aient ces éléments-là. Alors, autre chose pour calmer le jeu, c'est de bien définir le périmètre. Alors, pour bien définir le périmètre, moi, mon outil de base, c'est le paperboard. Hein, et ça, le paperboard, c'est extrêmement intéressant parce que c'est un outil de dialogue. C'est-à-dire, on met le business et puis la technique dans la même pièce, et on va mettre donc, c'est classique, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais deux colonnes, une colonne dans le périmètre, hors périmètre. Et ensemble, on va dire qu'est-ce qu'il y a dans le périmètre et qu'est-ce qu'il y a hors périmètre. Et au paperboard, hein, avec un ordinateur, ça ne marche pas. Il faut vraiment être en physique, parce que l'intérêt, ce n'est pas juste de remplir la planche, c'est de faire parler les gens ensemble de ça. Hein, et qu'ils commencent à comprendre les points de vue des uns et des autres. Alors, ce que j'avais mis sur la planche précédente, là, la façon... Donc on parle souvent des histoires, mais les histoires,
Pour les développeurs, c'est des histoires d'assez petite taille. Donc il y a les épopées, les épiques, comme on dit dans notre franglais. Et souvent, il y a besoin d'un échelon supplémentaire plus haut que l'épopée, c'est la saga, hein, qui correspond au projet. Hein, moi, je travaille souvent avec des gens qui font des plateformes sur lesquelles on implémente plusieurs projets en parallèle. Et donc, le projet, grosso modo, c'est une saga qui se décompose en épopée. Une épopée, grosso modo, c'est une macro-fonctionnalité. Et ensuite, avoir des histoires qui décomposent les épopées. Et avec le business, pour le business, il faut chiffrer uniquement au niveau épopée. Le gros avantage, c'est qu'on ne passe pas son temps à chiffrer précisément une foultitude de stories. On a assez peu d'épopées. Si on a 10 épopées, 15 épopées, c'est déjà un gros projet. Et donc ça, c'est vraiment bien. Alors, donc, ces moments où on fait se rencontrer le business et la technique pour parler de ça, on appelle ça réunion de cadrage. Tout le monde aime ça et ils ressortent tous de bonne humeur. Alors, autre sujet qui fâche, le planning. Bon, le planning, la valeur business. C'est un peu, ça va un peu ensemble. La question qui se pose souvent, c'est ce sera fait pour quand? Le business, il se pose toujours cette question-là. La direction pose ces questions-là. La réponse standard du product owner, du scrum master, c'est quand on sera là dans le backlog. On dépile le backlog. Bon, ça c'est insupportable. Vous comprenez bien que le business, il veut avoir une idée. Est-ce que c'est en mai? Est-ce que c'est en septembre? Bon, donc on peut pas se contenter de cette réponse-là. Une autre réponse qu'on voit souvent, c'est ça dépend des priorités entre le business B2B et le business B2C. Là, donc c'est pris comme exemple. Beaucoup de sociétés sont organisées avec plusieurs lignes de produits qui viennent taper dans la même plateforme, et donc qui sont en compétition pour l'équipe ou les équipes de développement. Et donc, comment on fait pour vraiment savoir les priorités entre les différentes lignes de business? Et c'est là où arrive la fameuse business value. La business value, là-dessus, tout le monde, c'est un beau sujet pour se bagarrer. Alors là, ce qui est sympa, c'est que c'est le business qui se bagarre entre eux. Donc, la technique peut regarder ça avec un peu de recul. Mais là, donc, on voit des stratégies de négociation cachées. Donc, une ligne de business qui va augmenter sa valeur business pour passer avant les petits copains. Ce qu'on voit aussi souvent, c'est des sprints. Le business trouve que les sprints, ils sont trop longs. Que 2 semaines, c'est insupportable. Il faut absolument passer à des sprints d'1 semaine. Parce qu'eux, ils ont des urgences. En fait, ils n'ont pas des urgences. C'est-à-dire que ça fait 3 mois qu'ils savent qu'ils voudraient faire ça, mais ils n'arrivent pas à le faire passer. Alors, pour calmer le jeu, là encore, la transparence est clé. Donc, on est dans le monde de la roadmap. Ça c'est facile à faire. Et bon, alors, c'est assez basique, mais c'est vraiment un outil de dialogue. C'est-à-dire que le PO, il a vraiment besoin d'avoir ça dans son bureau, quelque chose. Donc là, c'est les fiches Bristol. Alors j'ai flouté parce que c'est une vraie roadmap d'un client qui ne souhaiterait pas qu'on voit sa roadmap. Mais grosso modo, on voit il y a une roadmap mois par mois. Ça, c'était la roadmap en février. Et puis la dernière colonne, c'est le deuxième semestre. Et on a un code couleur où les sagas sont en rose, les épopées sont en vert et les stories sont en blanc. Donc on voit ce qui est proche, on est au niveau story, ce qui est loin, c'est au niveau saga. Alors, comment ça aide à réduire les sujets qui fâchent? C'est que ça permet au business, aux techniques, de toucher les fiches Bristol et de les changer de case. Ils commencent à avoir un contact physique avec le planning. Et ce contact physique avec le planning est extrêmement intéressant parce qu'ils se rendent compte que s'ils veulent coller une fiche dans une colonne, ils sont obligés de déplacer une autre fiche. Et donc la difficulté des priorités devient partagée. Ce n'est pas le product owner qui porte ça tout seul. Alors, autre point qui permet d'avoir un dialogue continu, parce que ça, c'est un sujet qui fâche tout le long du projet. Oui ? Alors, oui. Oui, vous avez raison.
Ouais. Ça, ouais, alors, ouais, ça dépend des contextes. Comment vous faites là dans votre, si je comprends bien, ici on a des épopées, des sagas et des histoires. J'ai des épopées, des sagas qui sont chiffrées plutôt en jouant, d'après ce que vous nous avez dit. Ouais. J'ai des histoires qui sont chiffrées en story point. Ouais. Les story points, c'est non négligeable. C'est non négociable, je veux dire. Les user stories sont en story point. Je ne fais pas de corrélation. La corrélation ne sert à rien. Parce qu'après, la corrélation, ce qui compte, c'est la vélocité de l'équipe. La vélocité de l'équipe, on ne peut pas la décider, on la constate. Donc de toute façon, on ne peut pas faire ça. Oui, allez-y, oui. Alors, tout à fait. Alors, il y a plusieurs techniques. Alors, tout à l'heure, quand je disais le business, il peut venir et puis bouger les fiches, il peut bouger les fiches pour essayer. Mais après, c'est quand même le product owner qui met les fiches dans l'ordre qui résulte des négociations avec tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas l'anarchie où chacun vient dans le bureau pour... Il y a différentes façons de faire ça, c'est tout à fait d'accord. Simplement, ce que je voulais dire ici, c'est qu'un outil comme ça permet le dialogue, et c'est ça qui va nous permettre le dialogue entre le business et la technique pour arriver à une solution qui a un certain consensus. Alors, dernier point quand même, moi je trouve que c'est intéressant d'institutionnaliser quelque chose qui ressemble à un comité d'orientation roadmap, où on met tout le monde dans la pièce, là, une fois par mois, et on dit voilà la roadmap, à ce jour, elle est comme ça, est-ce qu'on est toujours d'accord? Donc, et faire en sorte que le business, il se parle entre eux. Parce que souvent, le business ne se parle pas entre eux. Hein, dans Scrum, on se préoccupe beaucoup du dialogue entre le business et la technique, mais il y a un problème très fréquent, c'est que le business, il ne se parle pas. Et avoir une cérémonie comme ça, où sous prétexte d'organiser le travail du dev, on fait se parler entre le business, ça permet que les problèmes y sortent et qu'on a une roadmap qui est plus stable. Hein, parce que le problème de la roadmap, c'est que si elle change tous les mois, c'est quand même un niveau d'instabilité qui... On accueille chaleureusement le changement, bien sûr, hein, mais quand même, il faut avoir un peu une idée de ce qu'on veut à quel moment pour pouvoir organiser les sprints correctement. Ok, alors, troisième point qui fâche, les coûts. Alors ça, c'est forcément. Donc, tout coûte trop cher. Hein, grosso modo, tout coûte trop cher et il n'y a pas assez de fonctionnalités dans un sprint. Et c'est normal. Et c'est extrêmement difficile à régler comme problème parce que le business, la direction ne connaissent pas notre métier. Et ils croient que notre métier, c'est facile. Quand je dis notre métier, c'est notre métier d'équipe de développement. Hein, ils se disent que on va pas assez vite parce qu'on fait pas d'efforts, parce que on n'est pas gentil, grosso modo. Hein, c'est pas parce que c'est difficile. Alors, là-dessus, moi, personnellement, ce qui marche le mieux, c'est d'augmenter la qualité. Alors, la difficulté, c'est qu'augmenter la qualité, ça prend du temps. Hein, mais souvent, mettre en place le Scrum, c'est aussi augmenter la qualité de ce qui sort des développeurs. Hein, parce que quand on passe d'un mode non agile à un mode agile, en tout cas, souvent, on se met dans un mode où ce qui sort des développeurs, c'est potentially shippable, donc potentiellement livrable, ce qui n'était pas le cas avant. Hein, dans la plupart des entreprises, ce que livrent les développeurs aux testeurs, c'est un tas de boue. C'est un truc qui marche à peu près. Ou dans le meilleur des cas, il y a des tests unitaires qui ont été faits. Et donc, mais comme ça, ils peuvent être à l'heure. Et donc, il y a des coûts derrière. Donc, une façon alors ça, c'est des discussions avec la direction, beaucoup. Hein. Et donc, pour ramener la direction un petit peu de sérénité, on les ramène à l'idée de coût complet. Hein. Donc, c'est pas juste le coût du développement, mais c'est le coût du développement, de la correction de bugs en mise en point, la recette, les incidents de production et la correction des bugs après déploiement. Alors, quand on se met à compter tout ça, si on travaille bien, si on arrive à augmenter la qualité, à ce moment-là, on va avoir une amélioration visible. Et on améliore forcément la qualité, on augmente forcément la qualité quand on fait du Scrum, parce que Scrum, c'est basé sur PDCA, et PDCA, c'est juste un truc pour augmenter la qualité. Ça sert qu'à ça.
Donc si on n'augmente pas la qualité quand on fait du Scrum, c'est qu'on a vraiment un problème. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas bien. Alors, dans ce qui marche bien pour augmenter la qualité très très rapidement, c'est faire des user stories au format standard. Hein, en tant que, je veux que, afin de. Ça fait vraiment une différence. Et mettre des critères d'acceptation, là je n'ai pas mis sur la planche, mais mettre des critères d'acceptation, donc être très strict sur la qualité des user stories. Ça libère beaucoup les développeurs, ça permet de faire des démos qui sont conformes à la user story, et donc ça permet d'avoir en sortie de sprint quelque chose qui est vraiment ce qu'on attendait en début de sprint. Hein, moi j'ai vu beaucoup d'endroits où il y avait pas mal de laxisme sur les user stories, et le laxisme sur les user stories se traduit par du gaspillage. Hein, donc vis-à-vis de la direction, c'est pareil. Le discours qu'on peut tenir, c'est dire on ne va pas réduire les coûts en tant que tel, ce qu'on va réduire, c'est les gaspillages. C'est-à-dire qu'on va surtout s'intéresser à réduire l'argent qui est mal dépensé. Alors ça c'est classique, je pense que la plupart d'entre vous connaissent ça, hein, Muda Muramori, les 3 formes de gaspillage. Et une forme de gaspillage qui est un sujet qui fâche beaucoup, c'est Muri en particulier, les excès. Hein, ça fâche du côté business, parce que le business il en voudrait plus pour le même prix, et même les trucs qui servent à rien. Et puis, Muri, ça fâche aussi les développeurs, parce que les développeurs ils peuvent avoir une tendance à l'excès de zèle, hein, et en faire trop. Donc ça demande de revenir souvent sur cette question-là, et d'avoir une pédagogie sur la réduction des gaspillages. Hein, les rétrospectives en particulier, c'est intéressant de repasser en revue le sprint et dire est-ce qu'on a fait du gaspillage, à quel endroit, est-ce qu'on est certain d'avoir tout vu. Ok, la dette technique. Alors la dette technique, sujet qui fâche, hein, puisque pour la technique c'est un cauchemar, le métier, hein, dès qu'on a un système qui a plus de 2-3 ans, les développeurs disent c'est pas possible, c'est du legacy, dès qu'on touche à un truc, tout s'écroule. Et vu du business, ça c'est un truc de développeur pour les embrouiller. Et donc, on ne peut pas avoir de compréhension sur la dette technique si on ne travaille pas. Une façon classique de traiter la dette technique, moi que je pratique assez couramment, c'est de mettre la dette technique dans le backlog. Hein, ça, c'est le backlog à 4 couleurs. Il y a des articles sur ces trucs-là qui sont assez intéressants, où on distingue la valeur positive, la valeur business positive et la valeur business négative, et ce qui est visible et invisible. Et donc ça, c'est facile à expliquer au business. Le business, ils comprennent bien ça, et ils voient que la dette technique, c'est quelque chose comme une anomalie invisible. Bon. Alors, donc ça, ils commencent à comprendre. Et puis, ils sont d'accord pour mettre des items de backlog de dette technique. Alors, je dis bien, c'est des items de backlog, c'est pas des stories, hein, puisque les stories, c'est fonctionnel, mais c'est quand même des items de backlog qu'on met explicitement au backlog, ce qui permet de ne pas faire ça en sous-marin, et donc d'améliorer la confiance. Encore un avant-dernier sujet qui fâche, l'équipe auto-organisée. Alors l'équipe auto-organisée, c'est qui le chef? Alors on voit quand on fait la transformation agile, un gars qui était manager de l'équipe de dev, d'un seul coup il se trouve manager d'une équipe auto-organisée. Alors c'est pas drôle, parce que ça veut dire quoi? Qui est-ce qui prend les décisions? C'est moi, je suis plus chef, mais je suis chef quand même. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on voit l'équipe auto-organisée, c'est vraiment quelque chose qui est pas dans la culture française du tout. Et on voit 2 tendances extrêmes. Une tendance qui est la démocratie pour tout et n'importe quoi. Hein, c'est-à-dire qu'on se met à voter pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans la definition of done. Alors, ça, on peut faire ça, mais la definition of done, il y a des trucs non négociables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider de tout par vote. Il y a des éléments, il faut pouvoir faire une démo à la fin du sprint. Ça doit faire partie de la definition of done. Si ça n'en fait pas partie, c'est qu'il y a un problème grave. Autre chose qu'on voit, c'est chacun en fait à sa tête, hein, puisqu'on est auto-organisé. Tiens, j'ai envie de faire un truc, et on prend un post-it sur le sprint backlog. Je dis tiens, je vais faire ça. Hop, et puis on le fait. Et puis tiens, ça me plaît pas. Et puis on voit comme ça des stories qui sont pas faites parce qu'il y a personne qui avait envie de les faire.
Hein. Donc ça c'est pas de l'auto-organisation. En même temps, on a la question des entretiens annuels. Ça, c'est une vraie question. Il faut les faire passer. Sur quelle base? Alors, pour calmer le jeu, moi, je pense qu'il faut trouver il faut un coach. Hein, il faut quelqu'un d'extérieur, soit un coach, soit le DSI, qui soit un petit peu directif. C'est-à-dire que l'auto-organisation, ça a un certain domaine d'application. Hein, et l'auto-organisation, c'est pour se distribuer les tâches. Et qu'il y a des contraintes. Les contraintes, ce n'est pas des interdits, mais Scrum impose un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire qu'on fait les choses d'une certaine façon dans Scrum, et pas autrement. Et il faut que quelqu'un le rappelle, c'est-à-dire que l'auto-organisation, c'est dans le cadre des règles de Scrum. Bon. Et puis, il faut quelqu'un qui redonne du sens à la vie de ceux qui étaient chefs, et de leur expliquer pourquoi leur boulot, c'est encore vachement bien, et pourquoi ils peuvent tenir le coup encore plusieurs années dans ce métier-là. Dernier point, alors sujet qui fâche, un gros sujet qui fâche, c'est Scrum. Scrum lui-même, c'est un sujet qui fâche. Hein, c'est-à-dire que on voit beaucoup d'endroits où les gens vous disent mais pourquoi on ferait Scrum? Nous on fait déjà de l'agile, ou on pourrait faire juste de l'agile, on pourrait faire que la moitié de Scrum, hein, c'est-à-dire on va faire le daily stand-up et puis voilà, on dira qu'on est agile. On voit à d'autres endroits où on se dit on n'a pas besoin d'un product owner. On a déjà du business, on a des chefs de produits, ils vont faire product owner à eux tous. Ou on n'a pas besoin d'un Scrum Master. Un Scrum Master, c'est quelqu'un qui code pas, il va nous coûter cher. Hein, donc l'opposition à Scrum, pas besoin d'un Product Owner, pas besoin d'un Scrum Master, c'est pas mal du côté des directions. Pas besoin de faire tout Scrum, c'est pas mal du côté de la technique. Hein, c'est-à-dire que y a une résistance à Scrum lui-même. Moi, je pense qu'il faut faire Scrum et tout Scrum. Et c'est ma dernière planche. Je pense qu'il faut faire Scrum et tout Scrum, et que dire on fait de l'agile et on fait pas Scrum, c'est une façon de faire régner le chaos. Hein. Et donc, pour arriver à ça, je pense qu'il faut former le maximum de monde à Scrum. Là, les personnes avec qui je travaille actuellement, ils ont été formés, donc tout le développement a été formé, tout le business a été formé, le helpdesk, le support a été formé, même la DRH est Scrum Master certifié. Là, on commence à avoir un niveau de compréhension de Scrum dans l'entreprise. Et donc là, ils peuvent comprendre pourquoi on fait tout Scrum et pas juste un petit bout. Hein, et donc là, la formation est très importante. Et pour ceux qui ne sont pas formés à Scrum Master, faire aussi des formations, enfin des informations, 2 heures, où on leur explique qu'est-ce que c'est Scrum, pour ceux qui sont beaucoup plus périphériques, mais qui en entendent parler. Voilà, donc ça c'était un peu un catalogue des sujets qui fâchent. En conclusion, je peux dire, s'il n'y a pas de sujet qui fâche dans un projet, c'est louche. Et donc, en tant que Scrum Master ou coach agile ou DSI, il faut toujours se préparer à aborder les sujets qui fâchent. Je vous remercie.